Bordeaux 2050 est né d'une discussion avec des amis qui nous ont dit qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour aider à la prise de conscience sur le climat. Pour nous, c'était évident que, faisant suite à un livre qu'on avait écrit qui s'appelle Menace sur le vin, c'était évident que le vin était un très bon vecteur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le climat, sinon expliquer dans un pays comme la France, qui n'est plus tout à fait le premier producteur mondial, mais quand même un des principaux, on ne parlera pas de la Chine tout de suite, et bien c'est au travers le vin, expliquer ce qui se passe à travers le vin, c'est quand même une bonne solution pour arriver à faire comprendre. Ce n'est pas une solution contre le changement climatique naturellement, mais c'est une solution pour arriver à faire comprendre ce qui se passe et tout. Alors, on avait déjà expliqué dans différents endroits, et puis à un moment donné, on s'est dit si on allait plus loin, si on créait le vin du futur. Alors je vais vous passer les détails parce que ça a quand même été long. Il a fallu trouver un viticulteur qui est aussi un grand œnologue, un grand scientifique également, qui a accepté de jouer le jeu et de dire ben voilà, ce qu'on explique dans le petit film qui a été fait, que vous voyez sur la plaquette qui est derrière, comment faire pour produire un vin qui pourrait être le Bordeaux 2050, en gardant les cépages habituels, qui sont le Cabernet Sauvignon et le Merlot, les cépages les plus courants, sachant que le Merlot a pris une proportion considérable ces dernières années parce qu'il est flatteur et qu'il rendait bien, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de vin. C'est aussi une des explications, quand on produit beaucoup, on maîtrise moins bien la qualité. Donc à partir de ça, les travaux qui ont été faits par l'œnologue en question consistaient à chercher les mêmes cépages dont je parlais, et les chercher dans le sud du Languedoc, les chercher jusqu'en Tunisie. On trouve du Cabernet Sauvignon en Tunisie, ce qui est peut-être un petit peu surprenant, et du Merlot, mais comme il y a eu beaucoup de Français pendant longtemps, ceci explique cela. Et à partir de ce moment-là, il a fait un assemblage. Alors un assemblage, peut-être demain, un autre œnologue fera un autre assemblage. On ne sait pas si cet assemblage est forcément l'assemblage, mais on sait qu'il donne en tout cas un vin avec les cépages du Bordelais, sans monter en degrés. De toute façon, ça ne fait pas 16 ou 17 degrés d'alcool, hein, bien sûr, comme on trouve maintenant dans le sud des Côtes-du-Rhône ou au Languedoc, on trouve facilement des vins à 15,5 degrés, quoi. Et ça, c'est le problème qui se pose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y aura trop de degrés, le vin il devient de moins en moins buvable, il y a moins d'acidité, il y a moins d'équilibre, il est déséquilibré. Et ce vin-là, il est sorti effectivement déséquilibré. Quand ils l'ont goûté, quand il a été goûté, y compris par les gens des Nations Unies, dont on va parler après, il ne ressemble pas à un Bordeaux. Il a trop d'acidité, il n'est pas très bon. On l'a goûté dans un lieu prestigieux qui est le musée du vin à Paris. Et au musée du vin à Paris, avec des œnologues et des gens qui connaissent mieux le vin que nous et qui sont vraiment des professionnels, ils ont fait une drôle de tête. Alors est-ce que ce sera ce vin-là, 2050 ? Est-ce que c'est vraiment le vin du futur ? On ne le sait pas. Mais à la limite, peu importe. L'idée, c'était de montrer que ça va changer, que c'est en train de changer, que des méthodes existent pour arriver à faire un vin qui titre moins, un vin qui restera meilleur, qui restera bon, qui va coûter plus cher, qui va grimper en alcool. Il y a des méthodes pour arriver, on va en parler. Mais c'était un peu ça notre idée, et apparemment, ça marche bien. Alors, les retombées ont été très importantes, bien au-delà de nos espérances. Nous avions imaginé faire cette opération avec l'association des journalistes de l'environnement, donc une association française de journalistes, un univers un peu fermé finalement, et nous avons mandaté pour que cette opération ait le plus de retentissement possible une agence de communication qui s'appelle McCain, qui nous a aidés à faire connaître cette opération. Alors on a initialement tiré 400 bouteilles de Bordeaux 2050 pour les faire déguster, pour le faire connaître et montrer à des publics différents quelle pourrait être, si les habitudes viticoles du Bordelais ne changent pas, quelle pourrait être l'évolution du vin rouge. Et nous avons eu la surprise d'avoir des réponses du Premier ministre, du Président de la République française et de la secrétaire de la Convention Climat, Madame Estroza, qui nous a fait l'honneur de faire une dégustation en vidéo qui a été projetée sur le site de la Convention Climat. À partir de ça,
il y a eu un petit emballement médiatique, on dirait, puisqu'il y a eu, je crois, au dernier recensement, 5000 retombées presse françaises, mais aussi internationales, et qui a, semble-t-il, un petit peu convaincu les Nations Unies de nous inviter à présenter le projet Bordeaux 2050 lors de la COP24 à Katowice. Alors, nous avons fait 2 présentations avec Bertrand Piccard, et nous avons fait aussi, bien sûr, sinon ce ne serait pas drôle, une dégustation avec des professionnels qu'on a réussi à trouver à Katowice, et c'est intéressant parce que la Pologne est devenue depuis quelques années un pays producteur de vin, ce qu'on ne sait pas forcément. Donc on a fait une petite dégustation où les gens ont pu voir que le Bordeaux 2050, en tout cas interprété par nous, ça pourrait donner un vin très compoté. On a l'impression de boire presque du sirop de pruneau. Donc ça a déconcerté beaucoup de gens, et notamment une équipe de la télévision japonaise qui en a redemandé plusieurs bouteilles pour être sûr d'avoir bien compris ce qu'elle avait goûté. Au-delà de ça, on a pu distiller un petit peu notre venin dans de très nombreux canaux médiatiques, aussi bien de la presse généraliste, de la télévision, mais aussi de la presse professionnelle, puisque il y a de très nombreux articles qui sont parus dans la presse américaine, en particulier dédiés au vin. Et je pense que... Plus que dans la presse française dédiée au vin. Plus que enfin, il y a peut-être plus de titres aussi aux États-Unis qu'en France sur le sujet, mais en tout cas, ça a permis effectivement, je pense, d'ouvrir le débat sur quels sont les effets du changement climatique sur le vin aujourd'hui et quels pourraient être ces effets dans un avenir proche. C'est peu probable qu'on ait eu les mêmes retombées. Même on voit ce qui se passe avec l'ONU, je ne suis pas certain qu'ils aient eu la même sensibilisation. Il a fallu que ça mûrisse, si on peut dire, il a fallu que les esprits mûrissent. C'est vrai du vin, c'est pas vrai seulement du vin, hein. C'est vrai de l'ensemble du changement climatique et de tout ce qu'on boit et de tout ce qu'on mange. Hein. Mais la vigne, c'est particulier. La vigne, c'est un marqueur du climat. Et pour les vignerons, qui sont habitués à travailler avec le climat et la météo, ce qui est différent, en continu et tout le temps, pour eux, c'était une bonne chose, c'est-à-dire des vins où on sucrait, où on chaptalisait, etc., comme ça a été reproché à un moment donné dans le Beaujolais, ben ils n'ont plus besoin de rajouter du sucre, du coup ça leur coûte moins cher en plus, et le vin est meilleur tout de suite. Mais le problème c'est jusqu'où. Jusqu'où il y a une limite, il y a un équilibre. On cite dans le livre un grand expert italien qui dit « Jamais le vin n'a été aussi bon », et c'est bien ça le problème. Alors c'est bien ça le problème, parce que depuis en fait une trentaine d'années, quarantaine d'années, les effets du changement climatique ont été très positifs pour la viticulture française, notamment dans certaines régions comme la Champagne, où on n'a jamais autant produit de champagne et de bon champagne. Et c'est la raison pour laquelle les Champenois, et pas seulement, on parle du changement climatique comme d'un bon problème. Or, le problème qui se pose aujourd'hui, enfin qui va se poser dans les années qui viennent, c'est qu'on arrive aujourd'hui à un optimum dans certaines régions, en Champagne mais aussi en Bordelais, et que passé cet optimum, eh bien, si on continue à travailler de la même façon, si on continue de cultiver les mêmes cépages, ces cépages ne donneront plus le meilleur d'eux-mêmes puisqu'ils seront dans des conditions dégradées. Ils auront moins d'eau, il fera plus chaud aux périodes où il ne faudrait pas qu'il fasse plus chaud, les hivers seront trop doux pour respecter les cycles végétatifs, et il y aura un afflux de ravageurs qui ne sont pas encore aujourd'hui sur les vignobles français, donc il faudra faire autrement. Un vrai déséquilibre. C'est un vrai déséquilibre, et ce déséquilibre il manifeste particulièrement pour le vin, et à un moment donné, effectivement, on ne sait pas quoi faire, sauf qu'on sait quoi faire quand même, c'est-à-dire on arrive à des méthodes techniques où on arrive à désalcooliser le vin dans certaines proportions avec des machines et tout, c'est plus tout à fait le même vin, on dénature le vin d'origine, et puis il y a d'autres solutions qui consistent à laisser pousser la vigne davantage, il faut la protéger, pour protéger, laisser les feuilles davantage protéger la vigne, irriguer, qui commence à se faire un peu en France sur autorisation. En 2015, dans le sud des Côtes-du-Rhône, du côté de Châteauneuf-du-Pape, s'ils n'avaient pas irrigué, il n'y aurait pas eu de vin, pratiquement. Aux États-Unis, on irrigue depuis toujours. Aux États-Unis, que ce soit en Californie un peu moins, mais dans l'Oregon et dans l'État de Washington, qui est maintenant le deuxième État des États-Unis à produire du vin, on irrigue partout.
Et on irrigue avec du goutte à goutte, hein, bien sûr. Et puis il y a d'autres solutions qui consistent à aller un petit peu plus en altitude. Au-dessus de Narbonne, les jeunes viticulteurs, ils grimpent dans la colline. Mais vous ne pouvez pas changer de vignoble partout. En Bourgogne, c'est pas possible de changer de vignoble. Vous avez le vignoble, vous avez des petits carrés de vignes partout. Et qui valent tous des fortunes, je ne sais pas combien de millions d'hectares. Dans les plus grands vignobles, vous ne pouvez pas faire ça partout. Alors on peut faire ça ailleurs. Ailleurs, c'est en Afrique du Sud, ailleurs, c'est en Australie, mais pas tout de suite parce que là, ils ont trop chaud. Et c'est la catastrophe, c'est pas en Californie non plus. Mais ça peut être dans l'État de Washington, ça peut être en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, c'est plus au sud, donc plus au nord pour nous, si vous voulez. Et en Nouvelle-Zélande, ils produisent un Sauvignon qui est absolument délicieux. Et qui se produisent souvent par des grosses boîtes françaises d'ailleurs. Et puis vous avez les Chinois, ça c'est particulier parce qu'il y a plein de climats différents en Chine. Et toute l'Amérique latine. Le sud du Chili, vers la mer de Feu, eux, ils ont encore un moment. Et l'Argentine, c'est un vrai problème aussi. L'Argentine plante la plaine de Mendoza, c'est 1600 mètres d'altitude et il fait chaud. Et là aussi, le problème d'eau va se poser. Il se pose déjà maintenant. On achète l'eau aux uns et aux autres comme ça. C'est très compliqué et c'est très difficile. Ce qui va se passer dans 5 ans ou dans 10 ans par rapport au travail qu'on a fait et qu'on continue à perfectionner, à développer, pour l'instant, c'est ce qu'a expliqué Valérie, c'est-à-dire que c'est le déséquilibre.